Nous commençons donc notre conversation, la première 2024. Donc, avec Pierrick Guillon qui a bien voulu gentiment s'est prêté à cette aventure, courte, mais aventure quand même, sur la question qui est le thème de son livre, soigner ou réguler. Les pratiques d'un psychologue du, entre parenthèses, du social. Pratique d'un psychologue du social. Un livre chez l'Harmattan à lire, je le pense, à lire, effectivement, évidemment, je l'ai lu, c'est ça qui a motivé l'invitation. Et sans plus tarder, donc, je passe la parole à Pierrick, euh, qui va nous parler de ce dont il voudra parler, bien sûr, suivi du débat, de l'échange que nous pratiquons habituellement, pour finir à 20h15, heure locale. Merci d'abord pour ce petit coup de projecteur que vous m'offrez par la qualité intellectuelle de l'auditoire, hein, pour avoir regardé 2 ou 3 précédentes conversations. Je suis très impressionné et puis cette qualité visible à la tapisserie de livres derrière certains d'entre vous, de laquelle se détache, on va dire, l'expression réfléchie de vos visages eux-mêmes étagés par Zoom. Non, mais Comme c'est dans, juste le décor. ouais, Pierrick, comme ça ne dans, fait pas. C'est le décor. comme dans une bibliothèque. Ouais. Alors, j'ai préparé ça, c'est un peu écrit. Les derniers mois, c'est une autre forme de bibliothèque. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur Marseille, sur mon voisinage. Là, c'est la nuit et on ne voit pas, mais derrière moi, il y a Notre-Dame de la Garde. Vous savez, je suis à Ah, Marseille. ouais. On peut voir vers la gauche des massifs, Saint-Cyr, Carpiane, Marseille Vert au sud. En m'accoudant, je peux apercevoir un bout de mer à l'ouest, la Méditerranée coincée entre le fouillis urbain marseillais et la côte bleue qu'on voit un peu derrière. Voilà, donc ça c'est le décor marseillais dans lequel je navigue. Et puis de là aussi, je peux entendre les bruits de cette ville vivante. Ça mélange klaxon, mouette, tout ça. Voilà. Donc on dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de monument à Marseille, ou pas assez significatif comme à Paris. Certains locaux disent que le véritable monument de Marseille, c'est son peuple. Alors c'est vrai que c'est une ville populaire. C'est une ville qui traîne pas toujours une bonne réputation. Donc vous avez vu que dans le livre, il y a une photo, hein, elle est à Paris, une photo que j'ai prise à côté de l'endroit où je travaille. C'est un graphe, une peinture sauvage faite à la bombe, ce qu'on appelle de l'art de rue. Donc mon lieu de travail se trouve dans un quartier où les graffeurs ont vraiment pris possession des murs, sont maîtres des murs. On râle, c'est sale, ça va avec les bouteilles de bière qui jonchent le sol au petit matin, là, et le bruit des voitures balais qui réveillent un peu tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est Marseille. C'est un peu caricatural, mais dans ce que j'ai à dire, il est question aussi, hein, de représentation sociale, de stéréotypes aussi. Donc, tout ce que je raconte, en fait, est condensé dans ce titre. Donc, je vous propose de partir de cet intitulé. Et je me présenterai au fur et à mesure. Soigner ou réguler, c'est une question. On pourrait penser à Foucault, d'ailleurs. Mais dans cet ouvrage, je ne me réfère pas explicitement aux philosophes ou à d'autres, mais il y a sans doute quelque chose de lui et d'autres qui résonne dans mon inconscient culturel, si je peux dire. Je me suis préoccupé de certaines des manières dont le pouvoir, par le prétexte de la santé, s'articule entre l'institution, les institutions et l'individu, le sujet. La question posée par le titre pourrait être la suivante, un peu plus déroulée. Le soin individuel, psychique, et le soin groupal que je propose, ne s'inscrirait-il
pas essentiellement dans un programme institutionnel de régulation sociale? C'est une question. Pour comprendre ce qui me pousse à un tel questionnement, je vais vous préciser un peu le contexte de mon exercice, de mes pratiques et à quel public particulier je propose mes soins. Je travaille dans une association, loi de 1901, de petite taille et une dizaine de salariés actuellement, des psychologues, des travailleuses sociales, il n'y a que des femmes, infirmiers, médecins, une directrice et une attachée de direction présente à l'accueil. Cette association, on peut la considérer comme de service public, hein. On est financé par la collectivité et cette dernière collectivité attend bien que nous répondions à ses demandes. Il s'agit d'un ce qu'on appelle un point accueil écoute jeune, un PAEJ, missionné pour recevoir des adolescents et des jeunes adultes, les écouter, les suivre, les orienter, les accompagner, les prévenir. Nous nous préoccupons de leur santé globale, au sens OMS du terme, Organisation mondiale de la santé. Comme c'est gratuit et qu'il n'y a pas d'autres conditions, que l'âge pour être accueilli, nous recevons des jeunes gens qui sont souvent pas beaucoup de moyens et parfois même pas de papier. Bref, nous travaillons dans le social. Je me décris d'ailleurs comme un psychologue du social. Donc avant de détailler ce que recouvre ce titre, ce statut, cette spécialité que j'ai l'air de m'inventer, on va s'arrêter sur cette notion de social. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une matière, c'est un champ, une culture, un cadre de travail, un milieu, une tendance, un état, une politique, une idéologie, un stigmate, quoi d'autre? De quoi on parle? Alors, lorsqu'on prétend travailler dans le social, on évoque une participation rémunérée en ce qui me concerne, à une organisation d'assistance, au public, selon les regards en besoin, en nécessité, en demande, en droit de bénéficier de cette assistance. Les collectivités ont certainement de bonnes raisons de mettre en place un tel système et je crois que ce n'est pas l'humanisme d'un gouvernement, d'un pouvoir, son abnégation, son amour du prochain, qui motive le sacrifice de ressources à la cause sociale, qui coûte un pognon fou, si vous vous souvenez bien, hein. Je cite pas mes sources là. Je pencherais plutôt pour, une intention pragmatique de régulation de potentiels désordres, sociaux au sens large, y compris idéologiques et bien sûr économiques. Et puis il y a une intention aussi de contrôle, hein, de gestion de la population que ce pouvoir administre et représente. Bien sûr, en France, pays où je peux exprimer librement mes idées, où je peux sans trop de dommages me montrer critique à l'égard de l'institution qui m'emploie, l'exercice de contrôle social est nuancé, complexe, parfois même bien traitant, figurez-vous. En l'occurrence, si je peux être considéré comme un agent de contrôle social par certains grincheux, je reste bienveillant et bien traitant, respectueux des particularités de chacun et soucieux de son bien-être, du mieux-être possible en l'état actuel de sa vie, de la société. L'administration me laisse quelques latitudes aussi et quelques libertés de pratique, dans la mesure où elle reconnaît ma formation, j'ai un diplôme d'État, hein, donc c'est une reconnaissance et mes compétences. Je m'y trouve assez bien dans le social, hein, ce ne serait pas le cas si j'avais l'impression, de ne faire qu'un travail de police des bonnes mœurs. Je suis psychologue, psychosociologue, ce n'est pas cumulatif, c'est un positionnement et une praxis construite sur et par un terrain particulier. Je suis psychologue du social, le «du» entre parenthèses alors. Pourquoi cette formulation? D'abord parce que j'exerce dans le social, comme on vient de le voir, le secteur du social, comme on dit. Ensuite parce que je me réfère, en partie à la psychologie sociale, mais aussi à la psychologie clinique et parce que je crois, mais peut-être que c'est un fantasme, hein, que le social pourrait être, objet, sujet d'une clinique spécifique. Alors, objet difficile à saisir, hein. Le social, ici, ce serait la souffrance que génère ou alimente un
contexte de vie qu'on résumera, pour faire vite, par le terme de précarité. Mais peut-on soigner le social vraiment par une approche clinique? C'est une question que pose le livre, au fond. Au moins, on peut se porter à son chevet et comprendre ce qu'il signifie dans la relation de soins, de prise en charge, de prise en compte du sujet. Le social, c'est aussi ceux qui y travaillent, heu, le psychologue qui se propose d'animer des séances d'analyse de la pratique auprès de ces professionnels de l'aide, des bénévoles aussi, peuvent, à mon sens, réclamer de ce que j'appelle une psychologie du social. Ce livre est un témoignage, un retour d'expérience, ainsi qu'un début de réflexion sur une pratique plurielle, une pratique, qui compose avec différentes réalités et questions. Alors pour me suivre, j'ai structuré ce qui suit, comme le livre, en 5 parties plus une, ce qui correspond aux différents chapitres. Mais j'en fais pas un résumé, hein, scolaire, mais je vous en livre l'esprit. Donc, au premier temps, au premier chapitre, j'essaie de perdre le lecteur dans des considérations d'école. À quelle sainte discipline sociale vouer ma pratique? C'est la question. Eh ben, je m'en sors pas vraiment, je m'en sors pas clairement, mais j'assume ça. Qu'est-ce que la clinique psychosociale? Qu'apporterait-elle de plus à tout l'arsenal psychothérapeutique qui existe déjà? Peut-être rien de plus, si ce n'est un regard «psychosocial» entre guillemets, c'est comme ça, c'est ce qui est défendu par des psychologues sociaux comme Moscovici, mais aussi, revendiqué par une pratique clinique particulièrement sensible aux effets de contexte, en tout cas la mienne. La scène de la rencontre clinique n'est jamais neutre, ni neutralisable, toute chose n'étant jamais égale par ailleurs en situation thérapeutique. C'est une relation humaine qui s'engage, le thérapeute est situé. Moi, en l'occurrence, je suis un homme blanc de plus de 50 ans, né en France, avec un patronyme qui sonne bien français, vous voyez? Je bénéficie d'un certain capital symbolique, culturel, et cela se perçoit en consultation, d'autant plus que le ou la patiente ne fait non seulement pas état du même capital, mais qu'il ou elle se considère minorisé dans une, hiérarchie sociale qui s'actualise dans la consultation. Heu Il y a bien sûr tous ces jeunes qui sont nés ailleurs. On en reçoit beaucoup, hein, là où je travaille. À Image Santé, ça s'appelle. Heu et dont la famille vient de dont la famille vient de cet ailleurs. Beaucoup d'Afrique, du Nord et subsaharienne, Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. L'exemple particulier de l'obligation de soins illustre un peu ce décalage entre praticiens et public, heu, ce qui nous amène à questionner la demande, hein. Qu'est-ce que la demande de soins dans notre culture? Qui la formule et pour qui? Pourquoi? Comment? Moi ou quelqu'un de mon milieu, quand on va voir un psy, on ne se pose pas la question. On sait grosso modo ce qu'on fait là, dans le fauteuil en face du ou de la psychiste. On vient pour soi, éventuellement pour aller mieux, en rapport avec, un trouble ou en relation avec ses liens familiaux et sociaux ou pour un questionnement existentiel. Le jeune sous mesure de justice, lui, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, hein. C'est pas vraiment son envie, c'est une obligation. Il le vit comme une sanction, comme une manipulation, comme une tentative de contrôle de son esprit, de son âme, par des gens qui parlent bien, comme ceux qui dirigent la société. Un bon psychologue du social, je fais référence aux inconnus. Vous savez, les humoristes là, ils ont un sketch où ils parlent, du bon chasseur et du mauvais chasseur et heu et et beh, dans le sketch, on s'aperçoit que c'est pareil, en fait. Donc un bon psychologue du social s'intéresse à cette mise en scène de la consultation, au script institutionnel, culturel qui sous-tend la rencontre conflictuelle des protagonistes en présence.
Donc j'essaie de rendre, compte de cela dans ce premier volet. Dans le second, chapitre, j'interroge la relation d'aide. Nous voulons du bien aux gens. Nous cherchons leur bien-être. Qu'est-ce qui nous prend? Quelle mouche nous pique là, hein? Pourquoi tant d'amour? Je ne me sens pas, comme une mère Teresa. Non que je ne sois pas satisfait d'aider mon concitoyen, mais je ne crois pas que c'est ce qui m'a conduit à faire ce métier. Je n'ai pas vocation à aider l'autre, pas plus que tout à chacun. Je ne sais d'ailleurs pas tout à fait ce qui m'a fait devenir psychologue, hein. Il faudrait une longue psychanalyse encore. Ce n'est sans doute pas parce que c'est valorisant. Et puis vous le savez déjà, je soupçonne ces élans du cœur de s'inscrire dans un système de régulation sociale bien moins porté par les affects qu'il ne s'annonce. Le don, le contre-don, l'échange sont des constructions sociales pragmatiques. L'enjeu est de reproduire un fonctionnement stable, une société qui ne s'autodétruit pas, autant que faire se peut. Il reste que dans la relation d'aide organisée par la collectivité se déroulent des jeux affectifs, s'expriment des sentiments, des émotions qui impactent considérablement les personnes en relation, le thérapeute y compris, mais aussi, en retour, la structure d'aide, la structure de l'aide elle-même. Alors pour illustrer ça, dans ce chapitre, on suit une éducatrice, une collègue, qui, dans la même journée, s'est trouvée en prise avec une série de situations dans lesquelles des personnes, en détresse, lui ont demandé une aide immédiate. Elle s'occupait de l'accueil à ce moment-là, mais, avait aussi des rendez-vous, des suivis programmés. Donc cette collègue va se sentir envahie par des histoires traumatisantes qui se sont présentées spontanément là, et des histoires aussi de traumatisme, de gens qui en grande détresse. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait qui va nous intéresser dans cette partie. Elle a très bien fait son boulot, hein, c'est une professionnelle remarquable. C'est surtout ce qu'elle a vécu de souffrances vicariantes. Et c'est ce qu'elle aurait attendu de soutien de la part de son équipe, telle qu'elle le dit: «Mon équipe», de la part de l'institution, et qu'elle dit ne pas avoir, eu vraiment. Elle s'en est ouverte après coup en réunion, en analyse de la pratique, mais elle est un peu restée sur sa faim. Alors je l'ai reçue en entretien, à ma demande, heu, pour qu'elle me raconte ses journées, avec l'intention, d'en faire quelque chose, hein. Donc du coup, je lui ai demandé si on pouvait enregistrer, et j'ai enregistré pour pouvoir travailler dessus, cet entretien. J'ai aussi rencontré les collègues qui étaient présents ce jour-là, mais qui n'ont rien perçu de ce qui se passait alors. J'ai produit une restitution et des éléments de réflexion pour toute l'équipe. C'est, je pense, une initiative de psychologue du social, ce que j'appelle psychologue du social, intéressante, qui pourrait être typique, hein. Il s'agit là d'ouvrir, de maintenir un espace, une dynamique de réflexion et de renégociation des positions de chacun dans l'équipe. Alors on l'a fait une fois, on n'a pas toujours le temps de faire ça parce que ça demande beaucoup de temps, mais j'ai trouvé, l'expérience intéressante, et elle fait une quinzaine de pages dans le livre, elle est assez dense. Au chapitre 3, j'ai intitulé ça la digression psychosociologique sur l'adolescence, parce qu'on reçoit beaucoup d'adolescents là où je travaille. Ça fait longtemps que j'en reçois, et je peux dire qu'ils sont tous différents les uns des autres. Mais il m'arrive encore de dire: «Les ados sont ceci» ou «Les ados sont cela». Je participe ainsi à la construction d'une représentation sociale, non pas en tant que profane, en tant que, hein, on discute entre nous comme ça, mais en tant qu'expert. Ce n'est pas parce que je me vante d'une spécialité que je ne contribue pas à nourrir des stéréotypes à propos de mon objet d'expertise. Il suffit de regarder la télé pour s'en rendre compte, hein, les experts, ce qu'ils véhiculent.
Je ne m'exclus pas de la pensée commune, de la culture qui fabrique des objets de pensée. L'adolescence est une construction culturelle qui donne aux jeunes pubères une existence sociale et qui permet à des gens comme moi de gloser sur ce qu'elle est supposée être. Grâce à cette catégorisation, un peu au risque d'un processus de naturalisation, l'adulte peut se sentir adulte. Situer l'autre, c'est se situer par rapport à lui. Des parents viennent me voir pour cela. Ils viennent nous voir. Ils ont besoin d'établir une frontière éducative, peut-être, qu'ils n'arrivent pas à envisager dans la seule relation avec leurs adolescents, dans la dyade, comme un collage. Ils ont besoin d'une parole tierce pour se situer. Le psychologue, heu, pas seulement le psychologue du social d'ailleurs, hein, peut les aider ainsi à se placer. J'utilise les témoignages d'une mère et d'un père pour illustrer cette demande et heu et et conclure peut-être ce premier temps de ce chapitre. C'est vraiment des expériences intéressantes. Comme la société entière associe l'adolescence à des comportements spécifiques, on m'a demandé aussi, et on me demande souvent, mais là, on m'avait demandé d'intervenir, sur les risques des écrans, c'est comme ça que ça a été intitulé, auprès d'un parterre d'éducateurs, enseignants, parents, en quête de bonnes pratiques éducatives. En discutant, j'ai vite compris que c'est de la sexualité des adolescents qui était au centre des préoccupations. J'ai appelé ça découverte de la sexualité au jour du virtuel, à l'ombre des écrans. Je dis à peu près ce que d'autres disent, hein, avec ma manière de le faire. Je suis avec celles et ceux qui m'écoutent. C'est une position, une posture, solidaire de leur désarroi. Hem, Ces personnes attendent d'être rassurées, confortées dans ce qu'elles pensent déjà plus ou moins. Parfois, ce sont juste des reformulations. On reformule un peu les choses, heu, pour sortir la tarte à la crème habituelle, on donne d'autres mots pour le dire. Heu, ou on confirme des jalons, vous savez, le positionnement de jalons que la pensée contemporaine et locale a planté sur le terrain de la bonne éducation. Je cherche à en recaler ou décaler un ou 2 toujours, heu, parce que rien n'est vraiment sûr en matière de pratique éducative. Tout est bancal, instable, soumis à des paramètres contextuels variables. Je poursuis, au 4e chapitre. Eh bien là, je sors du cabinet de consultation. Je fais de ce qu'on appelle l'aller vers. C'est comme ça qu'on l'intitule dans les, dossiers de financement, aller vers. En prosélyte de la santé pour tous, dans les quartiers chaleureux de la cité phocéenne, comme disent les journalistes. Les minots, à Marseille, on appelle les jeunes les minots. Les minots que je rencontre, ne sont pas des têtes blondes. Vous saviez, on décrivait les enfants comme ça, les têtes blondes. C'était probablement à Paris. Et Paris, pour un Marseillais, c'est pas une référence. Quand on va dans les quartiers, c'est plutôt pour faire la leçon à des petits qu'on prétend appartenir à la diversité. Je vous laisse apprécier, la formulation. Ainsi, je participe à des programmes de prévention auprès de collégiens, de lycéens, d'étudiants, d'adolescents en foyer, de jeunes dans ces différents endroits où on les regroupe. Pourquoi je fais ça? Parce que ce petit monde est exposé à des risques, on le dit. Bon, cette activité m'a permis de mettre le doigt sur certains des paradoxes de notre société. Dit en passant, on peut imaginer n'importe quelle société, hein, on détectera toujours des absurdités, des contradictions, de toutes ces choses déplorables que l'organisation sociale génère inévitablement. Mais chez nous,
C'est assez copieux, parfois même délicieux. Par exemple, on est une société de l'assurance, hein. Plus on s'assure contre les dangers de l'existence, plus le risque prend de l'importance. Et plus le risque prend de l'importance, plus on est envahi d'angoisse, ce qui fait qu'on va rechercher des nouvelles assurances, éventuellement voter pour plus de sécurité, toujours plus. Comme je ne peux pas décliner ici tout ce que j'ai relevé et commenté dans le livre, hein, je vais vous dévoiler 2 anecdotes rapidement qui sont pour moi assez illustratifs, de ce qu'on touche dans ces actions de prévention. Un jour, j'étais invité par, un collège pour prévenir les élèves des dangers des écrans, encore une fois. Pendant que je discutais avec une demi-classe de 5e, la porte s'est ouverte sans s'annoncer et un homme qui poussait un chariot, est entré pour distribuer, tout à faire cessante, des tablettes, des ordinateurs, de la part du conseil départemental. Une autre fois, dans un autre collège QPV, avant on disait ZEP, maintenant on dit QPV, c'est quartier prioritaire de la politique de la ville, je devais rencontrer des ados autour du thème des violences à l'école. Je suis arrivé en avance et en attendant l'heure, j'ai dû patienter dans un hall devant un message écrit en grosses lettres, un peu, c'était gravé dans le marbre même, hein. Je vous la cite. Chaque personne est responsable de ses actes. Aucun déterminisme psychologique, sociologique ou culturel ne peut justifier ou excuser une violence, quelle qu'elle soit. C'est une institution qui s'adresse à des enfants, hein. Il faudrait tout un livre pour analyser correctement ces 2 moments de solitude, en ce qui me concerne, tant ils questionnent le sens le sens même de l'acte de prévention, non seulement, mais aussi la vie en société, dans cette société. Bon, pour le début d'analyse que j'en fais, je vous renvoie au livre. Nous sommes souvent conduits à résumer, voire, réduire l'adolescence à des comportements qui seraient typiques de ce moment de vie. L'addiction, par exemple, est un de ces chiffons rouges qu'on agite, quelquefois frénétiquement, autour des «jeunes en danger», entre guillemets. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas un pléonasme là, dans le fond des discours de prévention. Je suis intervenu auprès de différents groupes d'enfants et d'adultes pour traiter de ce genre de questions qui concernaient particulièrement l'adolescence. Je ne sais jamais trop ce que je fabrique là, en fait, hein. Un peu, mais des fois, je doute. Et dans quoi je m'implique? D'un point de vue éthique, c'est pas toujours simple. Mais l'exercice me permet d'observer ce tiraillement entre une pratique avec mes semblables, une rencontre constructive et liante, une clinique somme toute, entre cela et une posture savante, pensante, condescendante, médicale, institutionnelle, qui insuffle ce fantasme de pouvoir prescrire des comportements. Je vous rassure, j'ai passé de grands moments avec ces adolescents à discuter, à disputer, à être ensemble. J'ai passé bien peu de temps à leur faire la leçon. Je défends donc, s'il fallait que je poursuive une de telles activités que j'ai mis un peu en pause là, non plus une démarche de prévention qui penche du côté comportementaliste, mais une clinique groupale de prévenance, le mot est important, qui prend en compte ce que vivent les sujets, comment s'intègre leur comportement dans de l'histoire, dans du contexte, dans leur relation à nous, les adultes, comment ils régulent leur angoisse existentielle. Je ne suis pas sûr que les institutions d'aujourd'hui, en tout cas pour nombre d'entre elles, portent cette attention au public ou nous suivent dans cette démarche. Je crois qu'elles ont perdu patience, comme cette société qui s'imagine pouvoir obtenir tout et tout de suite, hein.
par Amazon. Au 5e chapitre, ça fait au 5e top, il est question d'analyse de la pratique professionnelle. Il arrive aussi qu'on parle de supervision. Alors je crois que pas mal de gens savent déjà ce que c'est, hein, parmi vous. L'analyse de la pratique, ça parle le mot parle de lui-même, l'analyse de la pratique professionnelle. Donc dans notre association, nous bénéficions, alors nous l'intitulons supervision. Alors quelle différence? Souvent aucune. Cela dépend de celui ou celle qui anime le groupe et intitule son travail. D'un certain point de vue, il faut se sentir d'assumer le titre, le statut de superviseur devant un groupe qui, pour partie, ignore les raisons historiques de cette dénomination. Vous enlevez un R, un V et un S et vous tombez sur le mot supérieur. Ouais, c'est prétentieux. On se croit au-dessus de la mêlée, hein. Bon, c'est pour ça que moi, souvent, j'insiste pour qu'on ne parle plus de supervision quand je travaille, qu'on parle de réflexion autour des pratiques professionnelles. Euh, c'est vrai qu'il y a juste une histoire d'affiliation théorique derrière, hein. On situera les superviseurs plutôt du côté de la psychanalyse. Or, ces ambiguïtés restent de mots, hein, de langage, restent déstabilisantes pour le commun des non-psy, hein. Dans ces professionnels qui réfléchissent dans ces groupes, ils ne sont pas tous psy-friendly ou acculturés à la clinique psy. Dit autrement, face à un superviseur, elles peuvent avoir à se débattre dans une patte psychologisante qui, si elles n'en ont pas la culture, si elles n'en maîtrisent pas le langage, leur donne l'impression d'une infériorisation, d'une hiérarchie de compétences à leur désavantage. Imaginez, dans notre association, nous sommes 4 psys, avec le superviseur, où ça fait 5, pauvres collègues, hein. Euh, Quand je me trouve projeté comme ça, comme animateur d'analyse de la pratique devant un groupe, je vous le dis, j'espère secrètement qu'il n'y a pas de psy. En vrai, ça dépend. Théoriquement, ça ne change rien au travail d'analyse de la pratique, euh, mais le risque d'une connivence culturelle, entre guillemets, reste présent inévitablement. Et cela peut nourrir un complexe d'infériorité de la part des autres professionnels qui ne se sentent pas la légitimité de paraître aussi intelligents. Le langage et le savoir métaphysique est un instrument de pouvoir. Et c'est très perceptible, moi, je trouve, dans le social. Le psy sait. C'est une représentation qui nourrit chez moi un complexe un peu complexe de l'imposteur, on va dire. Au bout d'un moment, ce sujet supposé tout savoir finit par agacer. Et il y a des conflits un peu qui arrivent comme ça. C'est c'est Lacan qui a introduit cette idée que le psychanalyste pouvait être perçu par analogie, un peu comme Dieu, le sujet supposé savoir absolu. Il avait dû pointer ce fantasme pour s'en déprendre, j'imagine, plus ou moins. Mais bon. Bon, je ne vais pas m'enliser plus longtemps là-dedans, hein. On va sortir du psychanalysme pour parler comme Castel et retrouver l'analyse de la pratique telle que je le propose. Dans ce que je décris dans le livre, c'est une intervention dans une grosse structure auprès de plusieurs groupes de travailleurs sociaux et de petites mains du social, entre guillemets, hein, je le dis comme ça, exprès, qui sont des veilleurs de nuit, des femmes de maison. C'est une différenciation là, qui rappelle un peu celle dans l'industrie ou le bâtiment, entre ouvriers qualifiés, cadres ouvriers et les ouvriers spécialisés, les manœuvres. En fait, dans ces groupes, il y avait une hiérarchie déjà entre ceux qui avaient le bac et ceux qui ne l'avaient pas. Ces derniers ne trouvant pas forcément du sens, à l'analyse de la pratique, ils se sentaient même un peu largués, un peu, lâchés plutôt. Un problème que je n'ai pas très bien réglé à ce moment-là. Au moins dans mes groupes, pas de cadre, pas de psy. Ouf. Justement, bon.
Et un problème de cadre se pose alors. Quelle direction va prendre notre travail? Avons-nous allons-nous nous concentrer sur la relation au public, entre sujet accompagnant et sujet accompagné? Ou nous laisserons-nous glisser vers l'accueil d'une souffrance au travail et la plainte qu'elle suscite? La nouvelle technologie managériale dans le social, qui voudrait calquer celle des organisations, économiques, lucratives, heu, hyper modernes, soumettrait le salarié à une violence institutionnelle qui aurait des répercussions sur l'accompagnement des usagers, des clients. C'est de ça qu'on se plaint dans les groupes. Cela entendu, des questions se posent. De quel côté se place le superviseur? Alors, j'avais beau insister pour appeler les rencontres APP, analyse de la pratique professionnelle, les participants continuaient de parler de supervision. Alors, je ne sais pas si c'est une habitude de langage ou un lapsus révélateur. Est-ce que j'étais pour eux comme un supérieur du côté du commanditaire, les cadres, hein, qui m'ont, heu, sélectionné et missionné pour faire ces groupes? Ou étais-je avec les groupes, proches de ceux qui ont les mains dans la glaise, empathiques, voire complaisants? Quelle étanchéité du dispositif pouvions-nous garantir pour que les membres des groupes puissent penser sereinement leurs pratiques? C'était tout l'enjeu. Cela n'a pas été simple. Significatif a été un travail spécifique sur le thème de la violence. Un groupe avait été créé avant moi pour réfléchir sur la manière de gérer la violence du public. J'ai été invité à aider leur réflexion. Je me suis vite rendu compte que c'était une manière de construire et désigner un objet clair, un objet causal, pour répondre des angoisses dans le travail et l'institution. L'objet, c'était la violence du public. Bon, voilà une fonction un peu bouc émissaire. Il s'agissait de se dégager d'une complexité, d'une opacité, hein, où tout s'intrique, des problématiques sociétales aux nouvelles organisations de l'aide sociale et de ce que devait être aujourd'hui le bon geste accompagnant, hein, avec sa démarche qualité, sa performance. Qu'est-ce qu'une relation d'aide performante? Qu'est-ce qu'une clinique performante? À quels critères se référer? Je crois que sur la question de l'évaluation, parce que quand on parle, performance, on parle évaluation évidemment. Donc sur la question de l'évaluation du soin psychosocial, d'une clinique de la précarité, un débat est ouvert, est engagé et il n'est pas prêt de se conclure. Il y a un bonus dans ce livre. Je l'ai appelé, glossaire critique. C'est un glossaire. Alors pour vous en faire comprendre l'esprit de ce glossaire, heu, je vais vous parler de jazz. Un peu comme la psychanalyse, le jazz a une histoire qui s'est ramifiée comme un arbre. À la différence de la psychanalyse, le jazz a pris racine dans les bas-fonds, dans de pauvres cabanes d'esclaves, dans le blues, dans leur blues. C'est du social, c'est de la déprime que cette musique provient. Aujourd'hui, ce que beaucoup appellent jazz, n'est que la répétition d'un swing qui tournait déjà sur les platines il y a 70 ans. Cette musique passe désormais pour un ringard et petite bourgeoise. Mais les jeunes amateurs de musique jazz savent que beaucoup d'eau est passée sous les ponts, pardon. Les musiciens affiliés à cette musique qu'on qualifie de jazz, que les disquaires et les catégorisateurs qualifient de jazz, ont assimilé le blues et toutes les musiques populaires depuis. Ils ont suivi l'histoire de la musique, un peu dans le désordre, chacun à sa façon, et ont été confrontés à des constructions savantes. Ils écoutent tout et savent prendre et jouer de tout. Il est fréquent d'en voir se balader avec virtuosité sur des partitions de musique classique,
Il est aussi fréquent d'en voir, de les entendre détruire les structures, bousculer les harmonies, ignorer toute espèce de rythme, dans leurs improvisations. Il y a de la liberté à prendre dans ce jazz, bien plus que dans n'importe quelle autre musique catégorisée. C'est une musique transversale désormais. Pour accéder à cette liberté, il faut avoir acquis un certain niveau de savoir, un certain niveau de maîtrise. Mozart improvisait, paraît-il, assez naturellement, enfin naturellement. Un jazzman moderne avant l'heure, on va dire. Bien sûr, il n'est pas besoin d'atteindre un niveau de maîtrise, amadéousienne pour, commencer à s'émanciper des carcans. Mais il faut savoir se repérer dans un champ musicologique large. Il faut en avoir cultivé son jardin. Alors, mon glossaire, c'est du jazz. Ma pratique a nourri ma pensée autant que mes lectures. Je suis loin de tout savoir, hein, de mon domaine, la psychologie, très loin. Mais je commence à me balader un petit peu en dehors des frontières, donc la notion de transversalité, et cela avec, de plus en plus d'aisance. Donc ce glossaire saisit des termes qui ont traversé l'ouvrage, comme on profite d'une plage d'improvisation laissée par l'orchestre. C'est l'occasion de digresser, de se laisser perdre, dans ses pensées. Parmi les notions que je maltraite, alors il y a plein de notions, il y a, heu, je sais pas, un peu plus d'une quinzaine, hein. On parle de pédagogie, d'autonomie, de psychologisation, de représentation sociale, de souffrance institutionnelle, voilà. Parmi ceux-là, je vous en ai choisi un que je vais vous, que je vais vous lire. C'est un article. Il s'agit, d'une notion double, une notion double qui articule réel au virtuel. Donc le réel, le virtuel. Ce choix pointe une dualité déjà ancienne, mais un désarroi contemporain et général. Il pointe la difficulté de se positionner aujourd'hui, entre alarmisme éducatif plus ou moins et enthousiasme émerveillé face aux potentialités incommensurables ouvertes par les nouvelles technologies. Vous allez voir que j'oscille sans me prononcer fermement. Cela pourrait être une discussion interne entre un moi adulte et un toujours moi adolescent. Il y a un petit paragraphe introductif que j'avais écrit ailleurs, qui s'appelle «Réalité virtuelle». Quelle lumière, pensée, intelligence ou idée lumineuse se projette sur nos écrans, dans l'ombre de l'intimité, à l'abri des regards directs, tout en étant potentiellement vu et su de tous? On peut se contenter de voir ce que d'autres montrent. Fenêtre sur des idées, des scènes, des merveilles, des choses extraordinaires, mais aussi fenêtre sur la violence, le sexe, le hors-limite, en libre service scopique. Double fonction de l'écran qui montre tout et cache au besoin celui qui voit, jusqu'à ce qu'il se dévoile lui-même. C'est un lieu de perdition sans localité, une Babylone planétaire, où chacun est tenté de chercher son trouble, de s'encanailler, de répandre ou défendre ses lubies et ses mauvaises foi. C'est un univers où l'expérience de la réalité se renouvelle par la démultiplication de ses définitions, infiniment plus précises et plus brouillées en même temps. Un ciel étoilé sur lequel on projette des constellations de signes et de symboles pour s'expliquer le cosmos, pour se l'arranger. En définitive, c'est un puissant dispositif de connaissance qui se développe sans rien changer aux croyances et superstitions de l'humanité. La réalité est opposable au rêve, au virtuel, au fantasme et peut-être même à la représentation qu'on s'en fait. Mais quelle différence entre concept et représentation? La première n'est-elle que la sophistication de l'autre? Or la réalité n'est pas un concept, elle est. Est est-elle est-elle accessible? Est-elle accessible telle quelle à la pensée? Nous faisons l'expérience sensible du monde par nos 5 sens,
puis nous en construisons une représentation, voire une théorie, et nous collons des étiquettes sur ces objets. C'est un problème de philosophie rebattu, et les scientifiques y vont aussi de leurs équations, et bien entendu, les psychologues prennent leur part au débat. On lit ici et là que derrière les écrans, la jeunesse fuirait la réalité, qu'elle la zapperait. L'écran, les écrans, ça reste une image, une métonymie. Ce sont bien les images qui intéressent l'usager praticien des écrans, pas le matériel, hein. Dans le réel, un écran non numérique ne sert qu'à protéger d'un rayonnement, d'une forte chaleur, d'une luminosité. Il sert à ne pas être vu ou entendu, et quand il cherche en vain à tromper son monde, c'est un écran de fumée. Le support à image propage, diffuse, émet des ondes, des lumens, dangereusement bleus, paraît-il. C'est le contraire de la protection. Il fait débouler dans nos cerveaux tout un tas d'informations, d'impressions, de mouvements, de représentations qui ressemblent à la réalité, qui sont une réalité, traduite en pixels, en décibels. L'ancienne estampille vue à la télé, qu'on pourrait transposer à Internet, authentifie tout ce qu'on a envie de prendre pour la réalité. On parle d'écran comme de ce qui masque le réel, mais on pourrait aussi parler de fenêtre ouverte sur un autre monde, virtuellement réel. En effet, le virtuel, c'est le possible, le potentiel, le prolongement d'une réalité qui se prête aux projections les plus fantasques. La question du vrai, traitée au prisme du numérique, renvoie virtuellement à son double négatif, le faux, ou la fabrique d'une réalité augmentée, tronquée, déviée, divertie, anticipée. On passe dans le comme si, as if, dans un état limite, caracolant en frange du délire. On approche le monde du rêve, joyeux, neutre ou cauchemardesque. Toute connaissance est accessible à l'instant, sous différentes formes, vulgaires ou scientifiques, selon ses goûts que des logiciels captent à partir des navigateurs et des réseaux sociaux préférentiels. Et ces navigateurs redistribuent de manière à satisfaire les tendances de l'usager. C'est-à-dire qu'on finit par ne recevoir que des informations et des images qui cadrent avec ses attentes de divertissement et ses orientations idéologiques. À propos de ces dernières, on est dans de la prophétie autoréalisatrice. Ce que je pense se reflète dans mon miroir numérique, réalisateur de la virtualité. Il est vrai que nous ne sélectionnons d'ordinaire que les informations qui corroborent nos croyances, négligeant celles qui nous mettent en dissonance cognitive, et en désarroi devant la complexité. Il s'agit d'un biais de confirmation que vous connaissez sûrement. Plutôt que de rechercher ce qui pourrait contredire notre pensée, nous compilons ce qui la valide en suivant la chaîne de représentation qui se présente naturellement à nous. Les algorithmes numériques accélèrent ce processus, les rendant plus performants encore, nous sélectionnant d'innombrables arguments pointus, surtout prémâchés, capables de défendre efficacement nos assertions biaisées lors de dîners familiaux. Voilà. Moi, j'ai des ados à la maison et ça s'illustre bien. Mais était-ce vraiment différent avant? La réponse affirmative à cette question n'a d'autre d'intérêt que de permettre aux vieillissants comme nous de se plaindre du temps qui passe, hein. C'est comme toujours, c'est ainsi. Mais je peux toujours regarder se dérouler un conte merveilleux, c'est par choix, par lequel, le voyage est rendu possible, assisté par ordinateur, au-delà des frontières du réel. Rien ne m'empêche en effet de trouver de la beauté, du fantastique, là où d'autres ne voient qu'artifice et dévoiement. Fin de la plage impro, reprise de l'orchestre. Non, je vais conclure, hein. Ce n'est pas parce que je travaille dans le social que j'y suis enfermé. On peut aussi comprendre ce qui se joue dans ce secteur de vie, de l'activité, ce monde particulier qui n'a de frontières que celles que chacun se donne, lui donne, sans forcément y évoluer, y défendre des intérêts catégoriels. Concevoir le social, intellectuellement,
Ce n'est pas s'enfermer dans un paradigme nettement défini, ni exclure ce qui ne serait pas le social. Toute chasse gardée est une violence faite à la connaissance. Ce serait même une régression de l'intelligence, et la complexité extraordinaire des concepts qu'on y distillerait ne contrarierait aucunement ce recul de la pensée. Voilà une pierre facilement jetée dans le vitrail de quelque éventuel gardien du temple, hein, de tout paradigme. Mais il en faut bien de ces gardiens pour qu'il nous reste des carreaux à casser. Les églises ont des clochers pour qu'on puisse les repérer. C'est aussi pour qu'on puisse se repérer. Il y a de notre histoire dans ces édifices réifiés, pétrifiés. Et l'histoire, elle, est toujours dynamique. Donc si le psychologue du social que je vous ai fait suivre chemine sur des routes goudronnées par ses prédécesseurs, il en interroge la pertinence et la motivation de ces routes, parce qu'elles desservent mal les endroits peu rentables pour le commerce, pour ce qui compte actuellement. Endroits que, du coup, les grands axes de circulation laissent à la marge. Le social n'est pas rentable. Les tentatives de la ramener dans le giron idéologique et économique de la société urbaine actuelle, dans toute sa néolibéralité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire aussi, hein, ne l'invitent qu'à grossir les bidonvilles qui s'agglutinent devant les remparts de la richesse. Nous tenons, les gens du travail social, aux ouvertures, aux portes percées dans la muraille, où se tiennent aussi des gardes armés, cuirassés. Nous devons négocier des passages avec ces dispositifs, l'administration, l'éducation nationale, la justice, la police, les missions locales, Pôle emploi, tout ça. Ces dispositifs qui filtrent l'accès aux biens supposés communs. Ce faisant, nous participons au maintien de cet état de choses. Nous ne posons pas de bombes, hein. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, et même nous huilons un peu les rouages, beaucoup plus. Regrettant cet aspect reproductif de notre travail, que notre travail de régulation sociale permet, nous n'envisageons pas pour autant d'abandonner nos efforts. Par notre résistance ou notre réticence à nous conformer pleinement aux orientations idéologiques qui sont actuellement en commande, nous espérons contribuer à ce que la société garde la conscience de ce qu'elle produit de précarité et des pathologies inhérentes à cette négligence systémique. On sait que ces pathologies s'avèrent d'autant plus coûteuses qu'on les laisse se développer. Elles peuvent gangréner au moins une partie du système. Cette société a besoin de nous pour se sauver d'elle-même, en quelque sorte. Ce n'est pas la police qui peut traiter la question sociale. Ce n'est pas les barbelés aux frontières qui peuvent empêcher la pauvreté de se répandre. À peine peuvent-ils en ralentir le déplacement. Mais cela reste très provisoire. Ce ne sont que des cailloux jetés dans une rivière que les orages en amont, provoqués par notre insouciance écologique, entre autres, font grossir et déborder. Mais je vais m'en tenir là. Et ces dernières réflexions, c'est un peu pour faire le lien avec ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Voilà. Un micro. En bas à gauche, Saül. Il ne trouve plus. Merci en tout cas, Pierrick, de ce très intéressant témoignage. Oui, c'est ça. Témoignage de quelqu'un qui cherche, qui trouve parfois, mais qui cherche beaucoup. Mm. Je ne sais pas si certains de mes collègues veulent dire quelque chose. Bon, moi, d'abord, le social n'est pas rentable. Je ne pense pas que le social soit fait pour être rentable. Il ne faut pas qu'il coûte trop, ça c'est sûr. Bon, la rentabilité, elle est certainement juste sur le fait que ça maintient un équilibre entre les classes sociales, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont plus ou pas ou peu.
Voilà, je suis pas sûre que ce soit la recherche, de rentabilité qui soit aux commandes. Et encore faut-il savoir ce qu'on entend par rentable, hein. N'est pas Oui, oui, économiquement il faut très rentable. définir, Oui, tout à fait, oui. Le il faut très social n'est pas définir. économiquement rentable, car il peut être rentable sur Économiquement, tu as d'autres raison. aspects. Au contraire, le Oui, secteur oui, social peut c'est ça, avoir au contraire des profits je suis largement pour la d'accord. société dans laquelle on est, et que je pense que Pierrick en démontre quelques aspects. Mmh, mmh. Ah ouais, Oui, j'ai cité notre président. c'est ça. Oui, 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 un pognon de dingue, oui. Oui, Ouais. oui, ça oui. c'est l'aspect économique, bien sûr. Oui, oui. Mais la rentabilité peut se voir sur d'autres aspects. Justement, la régulation sociale peut être un aspect de profit, notamment du travail social qui peut réguler, qui peut donc peut permettre de garder un ordre tel qu'il est, le maintenir Oui. en l'état. Et sur cela, ça peut avoir une forme de rentabilité. Tout à fait. Mhm. Ouais, c'est tout mon questionnement, hein, tout mon positionnement, plutôt mon interrogation, de savoir ce que je fais. Est-ce que je suis là pour maintenir quelque chose? Est-ce que Ouais, je suis là pour aider à changer des choses, tout en n'étant pas révolutionnaire, évidemment, mais en étant employé par des finances publiques. bien sûr. Mm. Si la question était tout à l'heure, Claudine Orcadet disait, moi, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire, mais je vois mal comment on pourrait ne pas avoir des choses à dire devant un discours pareil, devant l'expérience que Pierrick étale, dit. Euh, c'est un livre très bien écrit. Il écrit comme il parle comme il écrit. Je pas des compliments, hein, je sais pas ni l'âge. J'ai l'âge et les statuts pour me permettre de ne pas succomber au blabla habituel. C'est très bien écrit. Euh, je me suis dit même, c'est pour ça que j'ai l'invité en fait. Je me suis dit même, voilà, quelqu'un dont nous sommes très très près à pratique sociale et vice-versa. Hein. C'est-à-dire voir comment consolider notre alliance, voir notre travail commun. Parce que le risque, je commence par la conclusion, après j'étaye. Le risque, le risque de tout ça, c'est la mauvaise conscience, ou la conscience malheureuse, ou en termes plus courants, le cynisme. Et c'est-à-dire, bon, je sais que c'est comme ça, mais c'est dans ce monde-là que nous vivons. Je suis à X années de la retraite, et à la retraite, je suis à X années de ma mort. Il faut faire avec, tant pis. Bon, c'est le risque. Bon. Euh, Petit Social se veut une association parfaitement démodée. Donc, nous essayons de ne pas cultiver. Nous, nous sommes très, très entichés à ne pas consolider le cynisme, la conscience malheureuse, etc. Bon. Il y a donc, il y a le titre et il y a le sous-titre. Soigner ou réguler de ces livres que vraiment, je vous recommande fortement de lire. Il y a le titre. Dans le titre, soigner ou réguler, qui est une question, effectivement, comme Pierre l'a rappelé. Dans ce titre, il y a la particule ou en français, ça peut être exclusif, il faut choisir l'un de termes, ou inclusif. Et c'est-à-dire, le O vient lier des termes, pas les séparer. L'exposé, et surtout, bon, le livre, j'ai lu une fois et demie seulement. Généralement, j'ai lu deux fois, mais je n'ai pas pu. À cause de moi seulement, hein, de mon emploi du temps diabolique. Bon. Et dans le livre, c'est soigner et réguler. Hein, c'est ça qu'il faut entendre. Et là, j'enlève un point d'interrogation. C'est ma lecture. Je ne pose pas la question. Je dis que soigner fait partie de réguler et que la régulation des rapports sociaux inclut
les soins, peut inclure les soins. L'important n'est pas là, l'important c'est que ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas un inconvénient. Ce n'est pas dire, ah, les méchants psy qui... Ce n'est pas dégrader, disons, les soins. C'est juste rappeler que les soins se font sur Terre, dans un monde aussi, et qu'il n'y a pas d'extraterritorialité, disait Robert Castel en parlant de la psychanalyse. Il n'y a pas de terrain où les soins seraient en état de lévitation sociopolitique. Ce n'est pas un inconvénient, ce n'est pas le mérite non plus, mais ce n'est pas un inconvénient. En tout cas, ça vient questionner sérieusement l'idée de la divine innocence du psy. Et quand les gosses, les minots, pardon, les minots que tu vois ressentent, à juste titre ou pas, à juste titre probablement, sentent une certaine supériorité de la part du psy qui est là, et ce vécu n'est pas objectivement faux. Le psy a beau être sympa, comme tu dois l'être très probablement, même si tu n'as pas l'accent local, ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs la première fois que j'ai parlé. Et il n'y a que moi à avoir l'accent pas local non plus, mais bon, comme ça. Il y a un indice dans mon prénom. Oui, c'est ça. Mais c'est plutôt breton, non? Mais oui, Oui, oui. mais oui. C'est ce que je connais de la non-douce France, de l'ex-douce France. Ouais. Et, Je suis un immigré à Marseille. oui, c'est ça. Oui, ça. Il y a le sous-titre alors. Et bon, comme je suis très entiché de linguistique et compagnie, autant donc le ou est une exclusive, ça annonce une exclusion ou une inclusion. En deuxième cas, c'est synonyme de, c'est une conjonction et, hein, soigner et réguler. Mais j'insiste, ça serait un malentendu féroce, ça ne vient pas invalider les soins, ça vient dire que ça se fait pas en l'air et que les soins ne sont pas idéologiquement neutres, pour le dire dans mon langage. C'est pourquoi certaines orientations sont applaudies, d'autres supportées et d'autres bannies. Bon. Il y a le sous-titre. Et dans le sous-titre aussi, il y a un mot-clé, du. Du. Soit je le laisse entre parenthèses, auquel cas le psychologue du social, dont je lis le du, hein, dont je dis psychologue du social, c'est-à-dire d'un certain domaine de la vie marseillaise et autres, hein, d'ailleurs. D'un certain domaine. Et donc, c'est toute la description qu'on peut faire du social comme en difficulté, en souffrance, etc. Ou bien je peux, la parenthèse le permet aussi, en français, dans d'autres langues aussi, je peux supprimer le du. Et donc, me demander si les psychologues peuvent ne pas être sociaux. Existe-t-il un psychologue non social? Réponse fastoche à la question fastoche. Non, il n'y a pas. Il y a des psychologues qui sont sociaux. Certains sont au courant, Pierre Guillon en fait partie. Certains sont au courant et d'autres se la racontent que non. Bon, c'est un point, ça ne vient pas épuiser, loin s'en faut, l'extrême richesse de ce qu'il propose, mais bon, c'est rappeler qu'il y a dans quel monde réel les soins ont lieu. La question pour moi, c'est comment ne pas aboutir à la conscience malheureuse, vous voyez? C'est-à-dire au cynisme en termes plus courants. Bon, je fais ça, il y a des contraintes, idéologie, politique, économique, mais les contraintes en question ne s'arrêtent pas aux portes de la consultation. Ils sont au beau milieu du discours. Ils sont dans ce que Péric raconte, comme en tant que psy, pas en tant que sociologue. Donc la question, c'est comment, quand on sait tout ça, comment faire? Quand on sait tout ça, pour ne pas sombrer
de la mélancolie du paradis perdu. Problématique. Peut-être qu'il y a peut-être qu'on peut se faire une réflexion sur le soigner aussi. C'est-à-dire que dans le soin, il y a du prendre soin et puis il y a administrer des soins. Alors c'est une soignante qui parle, hein. Oui. Mais du coup, je pense que le soin palliatif, on en a parlé un petit peu pendant les journées de pratique sociale, mais le soin palliatif qui est celui qui se pose la question de quand je peux pas tout faire, quand je peux pas guérir, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de vie des gens? C'est déjà quelque chose qui permet de ne pas sombrer dans quelque chose de cette mélancolie qu'on pourrait avoir en se disant que ce qu'on fait sert à rien, quoi. Parce que la qualité de vie, enfin, rien que les espaces de rencontre, même rien que les espaces de pensée ouverts par l'accompagnement, ça ne va pas changer la vie, ça va changer une certaine forme de rapport au monde. Et du coup, c'est positif. Et oui, ça peut l'être en tout cas, oui. Ça peut l'être. Mhm. Est-ce qu'on peut faire des actes de soins sans prendre soin? En ce moment, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Tout Oui, le temps. tu appliques C'est le devenu protocole. la règle, hein. C'est Tu devenu la appliques le règle. protocole. Oui, c'est ça, tu appliques le protocole. Mm. Oui, oui. Même sans appliquer le protocole, il y a, il y a des conditions qui font que, de fait, même sans le vouloir, il y a des soignants qui se retrouvent à... Au point que sur l'université de Perpignan, on vient de monter une unité d'enseignement dans les études de médecine sur l'empathie. Voilà, ça illustre le fait qu'on peut administrer des soins en ne prenant pas soin. Oui. Hmm. Ouais, oui. J'ai dit oui dubitatif, Monique. En ne prenant pas soin, selon certaines modalités, eu égard à certaines configurations. C'est-à-dire, notre manière de prendre soin, la manière qu'avont certains de prendre soin d'autrui, ça vaut pour l'enseignement aussi. D'une autre manière, ça vaut pour l'enseignement. Notre manière de prendre soin a de plus en plus de mal à passer. Mais pas parce qu'à la place, on ne prend pas soin, mais on prend soin de notre manière. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quantitative, en fonction, disons ce qui, pour le dire très sauvagement, dirait un sociologue que je suis parfois, la différence des classes avance, les différences des classes s'avancent à visage de plus en plus découvert. Mm. Et, et ça fait mal à certains parmi nous, quand on n'est pas suffisamment équipé pour digérer la chose. Vous voyez, ce qui nous fait très mal, ce qui peut nous faire très mal et que nous appelons la chute du soin ou la chute de l'attention autrui, les conflits éthiques plus ou moins déroutants, etc. Ce qui nous fait mal, c'est que nous vivons depuis quelques siècles dans une société de classe à la petite différence près que les différences des classes, d'autorité, de richesse, de pouvoir, donc à la petite différence près qui est énorme, que les différences des classes sont de plus en plus explicites, éhontées. Et pas besoin d'être sublimées. C'est ça qui chute beaucoup. C'est ça qui peut nous désarmer. C'est-à-dire d'imaginer qu'on ne prend plus soin. Mais si, on prend soin. Par exemple, pour faire des statistiques. Ouais. Non, non, ironie cruelle, je vous l'accorde, bien sûr. En train de vous écouter, ce qui me vient, c'est que l'origine du professionnel
détermine s'il va prendre soin de l'humain qui est face à lui ou s'il va être un bon technicien. C'est vrai que la plupart, c'est pas les garçons de cité qui vont réussir à rentrer à la fac plus facilement. Nous sommes d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il y a des professionnels qui ne sont pas la majorité, qui peuvent prendre soin quand ils soignent. Et moi, en tant que psychologue, euh, je me vois très mal ne pas prendre soin quand j'essaye oui. d'être dans un rapport des soignants avec les personnes que j'accompagne. Oui, ça se comprend, oui. Mais ne pas se voir, ne pas s'imaginer à certaines positions n'empêche absolument pas que vous le soyez quand même, de fait. Hein. Mais plus une fois, je pense que quand qu'il faut que la question de l'origine du soignant pèse. Ou il va néguer ses origines, ou C'est quoi les origines? s'il vient des classes moyennes, basses, pauvres, il arrive à avoir une place de soignant, il y a une certaine identification avec cette Non, population. mais ça, non, c'est une prédestination à l'envers. Ruth. À l'envers, Mais oui, c'est ça. Prédestination à explique-moi. l'envers. Et origine pauvre égale personne professionnelle compréhensive, pas du tout. Pas du tout. Je ne parle pas de compréhension, je parle Bon, compréhension pour dire quelque chose. d'identification. Et je parlerai de positionnement. Positionnement. Tout au plus, celui d'origine populaire peut être aidé par ses origines, sa condition, à comprendre avec un peu moins de mépris des classes, les gens d'autres classes sociales. Mais c'est pas une question d'origine, hein. Sinon, c'est la révolution culturelle chinoise condamner Comment? les gens à cause de leur origine. Et c'est une question de possession, donc de formation. Et ça, La c'est question de pouvoir, comme il disait, quoi. d'accord, Parce qu'il y mais a une relation de pouvoir quand il parlait de la supervision. j'ai rappelé toujours à mes étudiants que Taylor, l'inventeur de la plus géniale et terrible méthode d'extorsion de plus-value par Oui. l'économie politique, Taylor était un ancien ouvrier. Hein. Il savait très, très bien comment contrôler ses congénères. Dans les origines ouvrières ou populaires, ne garantissent pas la bonté du mec, de la nana, hein, du tout. C'est pour ça, c'est pas parce qu'il est bourge qu'il est pourri, hein. J'ai Sinon, envie de... c'est un ouais. mauvais film américain, hein. Il y en a de très bons, mais il reste un mauvais. Non, Pierre, vas-y, excuse-moi. Oui, j'ai envie de vous faire part d'une expérience. Euh, alors, il m'arrive d'aller dans ce qu'on appelle les quartiers nord, dans le quartier des Égalades. Hein, ça sonne bien marseillais, ça. Oui, oui. Pour intervenir dans une discussion auprès de mamans du quartier. Et j'avais commencé cette série d'interventions dans un centre social qui m'accueillait. Je rencontrais, ça se passait bien, mais il y avait un décalage qui, que je sentais comme ça, qui pourrait être un décalage de classe sociale. Je l'ai analysé comme ça. Et une glace qui avait du mal à se rompre. Bon, moi je suis assez avenant et je blague avec les dames, elles sont contentes, mais je sentais vraiment qu'il y avait quand même ce décalage. Et puis, il y a des petites choses qui ont changé. Il y a eu des arrêts maladie dans le centre social. On ne pouvait plus être dans ce centre social. Et puis, il y a une association de quartier montée par une des dames et quelqu'un qui est vraiment né dans le quartier, etc., qui nous a accueillis.
pour continuer, pour faire ces discussions-là. Eh ben, ça a changé tout. Ça a changé tout. La glace s'est rompue immédiatement. On était au même niveau. J'étais chez elle. Nous, on parle d'accueillir les gens, nous les professionnels, d'accueillir dans nos structures, Ouais. dans nos dispositifs, etc. Euh, et pour atteindre les gens, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être ensemble, comme je disais tout à l'heure. Et on se rend compte que quand c'est eux qui nous accueillent, ça, c'est possible. C'est beaucoup plus possible que quand c'est nous. Question de territoire. On peut briser la glace, on peut échanger, quelle que soit notre origine, etc., à condition qu'il y ait ces préalables-là, qu'il y ait qu'on soit accueilli. Et c'est plus à nous d'accueillir, c'est à eux de nous accueillir. C'est ce travail-là que j'ai compris ça très tard, hein, que nous sommes en train de faire actuellement dans ce quartier. Et qui vraiment porte, enfin, ça change tout. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je me sens accueilli Mhm. par Oui, oui, oui. des femmes voilées qui nous font des petits gâteaux, etc. Je me Ouais. sens vraiment accueilli, c'est chaleureux. Elles sont là pour discuter, elles veulent discuter de choses sérieuses, de leurs souffrances, etc. Elles me remettent à ma place en quelque sorte, tout en m'invitant chez elles, quoi. Non, plutôt, je dirais, te permettre de changer de place, hein, plus que te Oui, remettre. c'est ça. Mhm. Elles vous mettent à une place qu'elles souhaitent, elles, que vous ayez. Parce que moi, je reviens à un moment donné, vous avez dit en début de votre intervention, hein, vous posez la question de qu'est-ce qu'une demande de soins ou qu'est-ce que la demande de soins. Et quand on vient chercher un soin, on ne vient pas chercher qu'un soin, un acte technique, comme dirait Monique, hein. On vient chercher plein de choses. Soit on espère avoir quelque chose à manger parce qu'on est dans la rue, soit on a envie d'être un peu au chaud pendant quelques minutes, soit on peut demander, on peut avoir cette demande de soin. Il faudrait définir ce que c'est le soin, hein. Le soin, le prendre soin déjà, de choses différentes. Et c'est la même chose en face. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on souhaite apporter? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Parce que là, visiblement, vous, Pierrick, vous avez envie de faire alliance. Pas tellement d'apporter un soin psychique, on va dire, psychologique, mais c'est faire alliance. Faire alliance pour peut-être élaborer quelque chose, ne serait-ce qu'une discussion, un échange. Cette histoire de soins, j'ai l'impression qu'on va vite quand on parle de soins. Ça recouvre beaucoup d'autres choses et selon l'endroit d'où on vient, les études qu'on a faites et celles qu'on n'a pas faites aussi, ça peut prendre des tournures tout à fait différentes. Et là, ces personnes voilées, comme vous dites, elles vous ont dit qu'est-ce qu'elles attendent. On vous accueille, mais à condition que vous répondiez, que vous mangiez des gâteaux, quoi. Vous voyez, vous mangez, vous acceptez de manger nos petits gâteaux au miel et qui fait que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus faim. Mais c'est autre chose que du soin, c'est bien plus que du soin, c'est des modèles, hein, des modèles de vie, des modalités de vivre ensemble. Il me semble qu'on pourrait pas. Le soin, c'est un mot très court, en fait. Et il y a plein de choses sous ces 4 lettres. Voilà, c'est juste une réflexion Oui, que oui, j'ai, mais oui. ça m'interroge beaucoup. C'est un support. Voilà, là, en l'occurrence, oui, ça peut être un Ouais. support. Oui. Oui, Il y a- oui. Pierrick va chez l'habitant sous prétexte de soins. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Euh, Mais Il c'est y a, chouette. il y a deux notions que je discute hein, dans ce livre qui sont d'abord toute la question de la rencontre, euh, l'importance de la rencontre et pratiquement le soin n'est que la rencontre.
de deux personnes, d'un groupe même. Et vous parliez de demande. Et c'est vrai que j'ai parlé un peu aussi de l'obligation de soins, où des gens arrivent sans demande, qui ne demandent rien. On demande pour eux, on les veut là, et on court après une demande. Donc, on est dans des positions de demande, pour justifier un peu nos émoluments. Et c'est parfois ce qui se passe quand on propose des actions. Des actions comme ça, ce que j'appelle l'aller vers, enfin ce qu'on appelle l'aller vers, etc., quoi. On est projeté vers des gens qui ne demandent rien, qui ne demandent pas à ce qu'on vienne leur dire comment il faut vivre, comment il faut élever ses enfants, qui même se passeraient bien de ces moments-là parfois. Et, et on se trouve, nous, dans notre dispositif, amenés, un peu forcés par les financeurs, parce que on est financé pour ça, on est financé pour ci, et si on n'y va pas, on perd nos financements. Donc, faire quelque chose, quoi. Et, du coup, le travail consiste à essayer de trouver un terrain commun, malgré tout ça. Ah. Et parfois, on y arrive. Oui, c'est malgré, parfois c'est grâce aussi, mais on arrive, bien sûr, oui, oui, oui. Mais par rapport à la symétrie moi, je voudrais revenir à l'asymétrie de la relation là, dans la rencontre. C'est de la même manière que vous faites attention à la manière dont vous allez lancer le dialogue. Vous avez dit que le langage était était un instrument, enfin, était perçu comme un instrument de pouvoir. Ça Pour vous, il y a, d'ailleurs, ça n'est un. oui, c'en est un, oui. Mais pour vous, il y a cette façon d'entrer dans la rencontre. Et puis, pour les femmes, il y a aussi, enfin, moi, ce que je perçois, c'est qu'elles font. Le premier test, c'est le test de l'hospitalité. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de passer cette épreuve de l'hospitalité, qui est quand même la première vertu, voilà, pour elles, probablement, eh ben, c'est que vous n'êtes pas crédible. Déjà, c'est un texte, enfin, c'est aussi une façon de rentrer dans la rencontre, vous voyez, qui est équivalente pour moi à la façon dont le psychologue va manier le langage ou va manier va se servir de la demande formulée ou non formulée. Et je voudrais revenir aussi à quelque chose, une remarque qu'a faite Saül quand il a dit que vous parlez comme vous écrivez ou vous écrivez comme vous parlez, je ne sais pas. Bon, justement, il me semble qu'il y a quelque chose là dont vous n'avez pas parlé, c'est le rôle de l'écrit justement dans votre travail, parce que j'ai l'impression que quand vous êtes mis à lire, par exemple, un des articles du glossaire critique, vous êtes animé quand même beaucoup. J'ai l'impression que ce que vous écrivez, ça vous met dans un enthousiasme qui n'est pas forcément celui de la parole ou de la pratique orale, quoi. Quand vous dites bon, au jour du virtuel, à l'ombre des écrans, bon, on voit que vous avez une appétence pour le langage écrit, pour une forme de poésie, voilà. Donc, est-ce que l'écrit, est-ce que quand vous faites un travail, vous avez un livre derrière qui pointe, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir toujours un livre en cours pour vous tirer en avant? Oui, alors en consultation, je ne fais pas de littérature. C'est vraiment mes oreilles, et c'est la rencontre qui compte. C'est ce terrain commun qu'on arrive à construire avec qui que ce soit, tout en sachant comment on est situé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de nier la position de l'un ou de l'autre. Quand je reçois des adolescents, j'ai les cheveux gris, etc. Donc, ils ont affaire à quelqu'un qui est vieux, qui a une certaine position sociale, etc., quoi. On le pose
on le pose clairement, même très souvent en consultation, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vraiment se rencontrer sur d'autres jeux, d'autres scènes. L'écrit, c'est après. L'écrit, c'est ce qui permet de revenir sur ce qui s'est passé. C'est ce qui permet de penser aussi. L'écriture permet de penser parce que on dit quelques mots, puis après on les relit. On les relit, c'est inscrit, et ainsi on peut faire évoluer à partir de quelque chose qui est toujours visible, évoluer une pensée, la travailler, etc. L'écrit, alors quand il y a des images qui viennent, etc., c'est plus poétique, c'est plus spontané. Mais dans le travail, je ne sais pas exactement quel est le lien, en fait, il y a entre ce que je fais en consultation, comment je parle, et ce que j'écris à côté, quoi, sur la consultation, éventuellement. Il y a un lien, l'un nourrit probablement l'autre, mais c'est pas toujours clair, en fait. C'est pas toujours clair. C'est deux choses qui me semblent assez différentes. C'est deux registres. Deux registres qui... ça peut pas se passer en même temps. Encore que j'aime bien, quand il y a des patients qui écrivent, quel que soit leur niveau d'écriture d'ailleurs, hein, j'aime bien leur demander ce qu'ils écrivent, comment ils formulent les choses, quel itinéraire leur permet, itinéraire psychique ou cognitif, leur permet l'écriture, quoi. Itinérance plutôt. Quel cheminement leur permet ça, qui ne peuvent pas, ou qui est différent de la pensée spontanée. Donc on travaille avec ce support aussi pas mal. D'ailleurs, il y en a que je mets à l'écrit, quoi. Sur les termes que vous utilisez, vous parlez de la rencontre. Pensez-vous pas qu'avant de parler de rencontre, justement, c'est évoqué tout à l'heure par ma collègue Claudie Dourcadet, mon amie Claudie Dourcadet, c'est la question, est-ce que d'abord, c'est pas une histoire de relation qui peut aboutir à une rencontre? C'est-à-dire rencontre au sens où il y a alliance, où il y a des choses, quelque chose qui peut se... Qu'est-ce qui se rencontre d'ailleurs? Des conceptions de vie communes, qu'est-ce qui se rencontre? Est-ce que très souvent, d'ailleurs, c'est un terme qu'on voit, pas uniquement chez les psys, mais il y a un psychologue quand même que vous connaissez qui en a fait, je crois, qui en a fait qui en parle assez souvent dans ses ouvrages. La rencontre, l'essentiel, c'est la rencontre. Bon, on a l'impression de sortir de quelque chose comme ça qui est assez mythique, assez sacralisé. L'essentiel, c'est la rencontre. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Mais c'est-à-dire, alors d'abord, est-ce qu'effectivement, d'abord, c'est pas une question d'abord de relation qui peut aboutir à une rencontre ou pas? C'est-à-dire d'alliance, mais alors l'alliance, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se partage avec ce jeune des quartiers, avec ses mères, avec ses femmes? Qu'est-ce qui se rencontre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qui peut en quoi peut-on parler de choses communes, de choses de partagées? Est-ce que vous pouvez un peu développer là? Pour moi, quand il y a une question de rencontre, il y a la question de l'altérité, c'est-à-dire cet étrange-étranger. Je pense que ça va avec cet étrange-étranger qu'est l'autre, hein. C'est pas son origine. Et, et quand on est en situation de présence l'un à l'autre, parce que les dispositifs nous mettent en présence, parce que voilà, on est mis en scène dans une consultation, la relation ne préexiste pas à la rencontre. Il n'y a pas, pour l'instant, il y a qu'une relation qui est portée par des extériorités, hein. Et la rencontre, c'est tiens, mais qui es-tu? Qui je suis? Et on se cherche. Et le patient veut bien rencontrer la personne qui est en face de lui. Il veut bien comprendre un peu, il veut bien la sentir, il veut bien
justement construire des alliances plus ou moins conscientes avec cette personne, ce qui ne fonctionne pas toujours. Et donc, le travail de celui qui reçoit, j'allais dire du professionnel, mais le professionnel, déjà, paf, ça met une distance tout de suite. C'est un travail de questionnement sur justement qu'est-ce qui fait que cette rencontre est possible, comment elle s'organise et comment elle se poursuit. Parce qu'on n'a jamais fini de rencontrer l'autre. Hein. On a beau vivre avec des gens, et on est toujours surpris des fois de ce qu'ils sont, de ce qu'ils deviennent. Et l'autre est toujours un étonnement. Et le dispositif clinique, pour moi, est un dispositif de rencontre. Je crois que l'essentiel même du travail serait une rencontre. On se rencontre et on arrive à construire dans cette rencontre quelque chose ensemble qui va dans le sens d'une évolution, hein, des deux personnes, en fait. Il n'y a pas que... quand il y a quelqu'un qui sort mieux qu'il ne rentre dans une consultation, soi-même, on se sent mieux. Oui, Ouais. ouais. Oui, pas que les patients d'ailleurs, oui. Oui, oui. Oui. Mais bon, il faudrait voir, mais c'est tout un travail. En principe, nous ne pouvons pas faire comme ça vite, à la va-vite. J'avoue une certaine méfiance à l'égard du terme rencontre, qui est un terme, je sais pas, un terme paresseux, c'est-à-dire qui ne dit pas assez. Oui. Qui ne dit pas assez, parce que quand on dit rencontre, en fait, on sous-entend une certaine rencontre. Oui, oui. D'un certain type, selon certaines modalités. Et c'est en ça la paresse. On se contente de dire rencontre comme si ça disait quelque chose. Ça dit très peu, ça sous-entend beaucoup trop. Ça dit très peu, ça dit explicitement très peu, mais si on l'accepte aussi facilement en règle générale, c'est parce que on fait des projections similaires sur le terme. En fait, c'est une certaine rencontre d'un certain type, du troisième au quatrième type, selon certaines modalités, selon certaines... C'est ce qui fait la fortune du mot. Oui, tout à fait, oui, l'équivoque, oui. Oui, oui. Tu enlèves l'implicite à la rencontre, tu la fous en Ah l'air. oui, ça, oui, oui. Oui, D'ailleurs, Oui. il peut y avoir rencontre même quand quelqu'un ne demande rien. Absolument. Parce que la phrase est tronquée, je pense. Quelqu'un ne me demande rien de ce que je pense que je pourrais lui apporter. C'est ça. Mais dans la rencontre, il y a bien autre chose que la personne vient chercher. En tout cas, si elle reste et qu'elle est à la porte des Bon, pâtisseries orientales, c'est qu'à un moment donné, même si elle n'a pas de demande explicite, il y a quelque chose. Tiens, elle se targuera auprès de ses copines d'avoir fait venir, d'avoir fait manger ces pâtisseries à un psychologue. On est compte, la notoriété pour le quartier. Ouais, la demande du patient est en fait une demande d'abord de l'offre de service. oui. Est-ce que D'abord, ouais. C'est le psy qui demande ce que le patient ait une demande. Oui, c'est ça. Parce que c'est avec ça qu'il peut travailler. C'est tout à fait honorable, bien sûr. C'est avec ça qu'il peut... Donc, quand les patients n'ont pas... Les patients, ou ceux qu'on appelle les patients, n'ont pas de demande, il peut avoir autre chose. Et oui. Mais si on n'est pas suffisamment équipé, on est incapable de détecter. Et la demande ou il n'y a pas de demande. Il m'a demandé combien de fois mes travailleurs sociaux en analyse pratique disant un tel m'a fait changer les rendez-vous que j'avais, etc., parce qu'il avait quelque chose d'urgent à me dire.
Il est venu, il s'est assis, il n'a rien dit pendant 15 minutes. Il n'y avait pas de demande. Oui, et là, on pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut au fond? Oui, C'est oui, oui, au fond qu'il faut aller voir. en surface, il ne veut pas grand-chose, donc allons voir Qu'est-ce le fond. qu'il veut au fond? Ce que je pourrais rajouter sur telle rencontre, c'est que le terme, il me semble, évacue, bon, on pourrait le développer comme le dit Selkarts, il évacue la dimension que la rencontre, elle s'inscrit pour le psychologue dans une fonction, dans une politique. On attend de lui, effectivement, de répondre à certains objectifs au regard d'une population. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui est vectorisée dans des aspects politiques et idéologiques. Donc, elle prend déjà certains guides, elle pose déjà des paramètres importants dans la modalité de la rencontre elle-même. Elle est déjà, oui, politiquement, idéologiquement située, pourrait-on dire. Alors ensuite que le praticien lui-même, le psychologue, lui donne une certaine tonalité et s'en débrouille avec ça, certes. Mais n'oublions pas quand même c'est pas deux individus qui effectivement euh, vont se croiser et vont. Il y a bien l'idée d'une mission, enfin d'une fonction et d'objectifs fixés aux psychologues notamment, et les attentes du côté de l'usager, qui sont aussi vectorisées par certaines attentes au regard de l'institution ou du psychologue. Donc elles sont déjà fixées dans des chemins balisés, ces rencontres. Elles ne sont quand même pas hors de ces paramètres-là, de ces balises-là. C'est ça qui me fait dire. Monsieur Bécavin avait levé la main. Enfin, c'est Fabrice. Oui, moi j'ai été très intéressé par votre présentation, la présentation de votre travail et de votre livre. Je découvre aussi comment c'est difficile pour moi de réfléchir, je crois, à partir de cet écran et des sons que j'entends à partir de l'écran. Ce n'est pas une pratique qui m'est très familière, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est parce que pour dire que je n'ai pas trop saisi, je crois, les modalités de vos interventions, c'est-à-dire c'est-à-dire les différents dispositifs. J'ai l'impression que vous me parlez de différents dispositifs. C'est-à-dire que des gens viennent vous voir, et c'est ça que j'ai compris, au point écoute jeune, Ouais. et vous allez chez eux. Ce sont des modalités différentes? Non, pas exactement. Alors, il y a, oui, effectivement, plusieurs dispositifs, je peux rapidement les décrire. Il y a un endroit où nous consultons, donc nous recevons des individuels comme des psychologues normales, donc ça, c'en est un. Il y a des actions qu'on fait auprès de groupes, qui peut être à l'extérieur. Et quand je vais voir ces mamans-là, c'est un groupe de mamans qui me reçoit pour qu'on discute donc elles me reçoivent chez elles. En fait, c'est une association locale pour que je discute avec elles de différentes choses quoi, qui sont prévues quand on prend rendez-vous. Il n'y a pas, je ne vais pas chez l'habitant dans le sens, dans les appartements pour travailler avec eux et puis on fait aussi, de la prévention, donc on va dans les écoles, les collèges, les lycées, on a des groupes là et on discute avec eux de thèmes de santé en général, quoi, santé, bien-être, tout ça. Je vous posais la question parce que moi, je travaille dans un lieu d'accueil parents-enfants. Et je me disais que ce qui définissait pour moi, ce qui quelquefois répond à mes errances quand je me demande ce que je fabrique, qu'est-ce que je fabrique et qu'est-ce que je fous là. Bon. Et des fois, et au-delà des dispositions, et il y a le dispositif, mais il y a aussi le lieu. Et c'était ça un peu
la question que je voulais vous poser, c'est que sans que je sache tout à fait, je crois, définir ce qu'est un lieu, parce que c'est quand même un peu compliqué, je crois, pour moi, de tout à fait définir. Mais le lieu de là où j'exerce, le lieu physique de là où j'exerce, permet de baliser aussi certaines choses et me repérer. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Mmh. Mmh. Ce qui est une évidence, mais je n'avais pas saisi dans voilà, les différentes modalités que vous proposiez et là où vous exerciez. Voilà. Mmh. Mais je reçois chez moi, en quelque sorte, là où je travaille et effectivement, c'est un lieu repérant pour moi aussi. Ouais. Heu, mais on a des activités de projection, dans les quartiers. On se rapproche, Marseille est quand même très très, étalée, hein, c'est mal desservi en plus par les transports en commun. C'est mal pas très organisé, pour être encore dans la caricature marseillaise. Heu et hem c'est difficile pour certains habitants qui sont enclavés dans des cités et cetera, de venir, au centre-ville. Donc on va dans ces endroits-là, on cherche des endroits où se poser et là, du coup, on est un peu effectivement déstabilisé souvent par, le fait qu'on est sans lieu. On est, un peu errant, le psychologue errant, Mmh. qui va vers et qui essaye de trouver, ses repères là-dedans, quoi et et cette rencontre dans cette petite association familiale, où on a été accueillis, là, c'était les gens qui étaient repérés, qui se repéraient chez eux et finalement, j'ai trouvé ça assez réconfortant, et je me suis senti accueilli, et relativement tranquille. Il y a dans ce dispositif-là, mais c'est pas un dispositif clinique, on est dans un groupe de discussion, autour d'un café, et d'une pâtisserie, Ouais. orientale. Je crois que ça reste à voir, Pierrick, hein, Oui. parce que... Oui, non, mais pas dans le sens Donc, qu'on l'entend, une thérapie, Ah oui, ben, mais la oui. littérature, ça se soigne. Hein. Mais ça peut être très thérapeutique en même temps. oui, oui, oui. Absolument, oui, oui. Bon. Excellent. C'est joli d'appeler ça des activités de projection. Mm. Et le projectile, c'est moi, en l'occurrence. Oui, oui, oui. Bon, et donc nous, dans les rôles que personne ne m'a confié, mais que j'assume quand même, bon, et l'heure étant ce qu'elle est, méchante, L'heure est méchante. ouais, bon, j'ai toujours des problèmes avec l'heure. Mmh. Je ne peux pas ne pas être en avance, bon, etc. Je parlerai un autre jour de mes symptômes. Et merci beaucoup surtout de ce qui tu inspires. Et je suis commandé par personne, mais vraiment, je vous recommande sérieusement de lire ce Tu me bouquin. le gardes. Je l'ai pas eu. J'ai pas lu. Tu me le gardes, Saül, s'il te plaît. Et pas question, c'est à moi. Je te le rendrai. Tu te l'achètes. Ouais. Non, il faut l'avoir parce qu'il faut le D'accord. marquer. C'est D'accord, un je livre de l'achèterai. travail, donc Je il faut le l'achèterai. marquer. Hein, il J'achèterai. faut le marquer, sinon c'est la culture, hein, avec un K. Ouais, ouais, ouais. Il faut l'avoir pour le croire. Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, merci beaucoup. Sur quoi tu écris? Tu disais au tout Oui. début, sur ce que j'écris actuellement, je travaille actuellement, mais tu n'as pas dit quoi? Ah, Mmh. Ah, ouais, c'est quelque chose d'un peu hybride entre, heu, ça prend une forme à la fois biographique et lié un petit peu à comment on pourrait le présenter? Je vais partir du titre encore une fois, parce que j'ai déjà le titre. Heu, C'est bien. Ce oh, serait le cauchemar de Pygmalion. Ah, Heu, intéressant. le cauchemar de Pygmalion, et le sous-titre, ce serait une biographie de la peur des aliens. Et non, et je regarde ce qui sur en un moi. mur,
Sur le c'est- mur de centre-ville, à Marseille, tu vas trouver une illustration. Oui. ouais, ouais. Ah, ça, euh, et je vais chercher un peu en moi, par un personnage que je me crée, pour pouvoir me libérer aussi de l'exactitude d'un travail autobiographique, mais Oui. où je vais chercher un peu ce qui se construit de stéréotypes, euh, euh, comment je regarde comment on pourrait dire, l'alien, l'étranger étranger, dans toute son Oui. altérité. Comment se construit des peurs, et tout ça en lien avec ce qui se passe effectivement en ce moment. Bon, je l'avais commencé avant que ça prend cette ampleur-là. Oui, oui, oui. Et, ouais, c'est une espèce de recherche à la fois introspective et extra, je sais pas comment le dire Oui, d'ailleurs. oui. D'accord. Extraspective. Euh, extra- Introspective. Nous avons le thème pour une prochaine conversation. Ben oui. Le il thème est l'intervenant. Donc, faut que je tu es progresse. prié de te dépêcher. Bon, Euh, merci hein, pour votre écoute et pour ce que vous me permettez d'exposer là. c'est Merci. des remerciements réciproques. Hein. Oui, oui. Oui, parce que vous posiez la question d'une clinique performante. Il me semble qu'il y a quelque chose. Bon, on peut toujours discuter sur le terme performance, surtout dans notre époque actuelle. Mais bon, oui, c'est quelque chose qui performe. Merci. Je vous en prie. Bonjour à tout le monde. Au plaisir. Bonsoir. Et à la À prochaine. bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye.